Bonjour les traders et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette leçon, nous allons voir comment réaliser un top-down analysis, une analyse multi-time frame en tant que swing trader. Donc, en tant que swing trader, vous allez prendre des positions sur le time frame beaucoup plus élevés, time frame 4 heures ou dans certains cas le time frame 1 heure. Nous allons voir comment réaliser un top-down analysis, comment analyser votre graphique si vous êtes un swing trader. Donc ici, nous allons prendre le graphique du GBP USD. Mais vous devez savoir que cela est valable pour tous les marchés et pour tous les actifs que vous souhaitez trader. Que ce soit le marché de Forex, les crypto-monnaies, les actions, les indices, ainsi de suite. Donc, vous pouvez suivre le même processus. Alors, nous sommes donc ici sur le graphique mensuel. Comme toujours, on commence toujours par le time frame le plus élevé. Et ensuite, on va descendre tout doucement jusqu'à arriver à notre time frame d'entrée. Donc, ce qu'on veut d'abord faire, c'est identifier la première étape de notre plan de trading, c'est-à-dire le biais directionnel. Donc, on veut identifier d'abord notre direction du marché. Alors, lorsqu'on regarde ce graphique-ci, la première chose qu'on doit commencer pour identifier notre biais directionnel, c'est d'abord l'order flow. Est-ce qu'on est haussier ou est-ce qu'on est baissier? Ensuite, on doit identifier le niveau SR suivant. Donc, une fois qu'on a identifié notre niveau SR suivant, on peut dire que bon, si on a déjà atteint notre niveau SR, on veut voir la réaction du marché. Est-ce que le marché a réagi fortement ou alors est-ce qu'on a cassé le niveau SR? Donc, ça nous permet de savoir si on va faire un pullback ou alors est-ce qu'on va faire une continuation dans la direction de ce marché-là. Si on prend dans ce marché ici, si on prend ce mouvement, on voit que le prix a poussé à la baisse, comme cela. Ça nous fait une impulsion baissière. Donc ici, on a ce gap ici, ce fair value gap qui nous permet d'avoir cette impulsion d'order flow ici. On voit que le prix a poussé à la baisse et on a atteint ce niveau swing qui est ici, ce niveau SR qui est là. C'est très important. Donc, une fois qu'on atteint un niveau SR, on doit s'attendre à une réaction. Et la réaction maintenant va définir le mouvement suivant. Donc ici, une fois qu'on atteint notre niveau SR, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a une grande bougie, une bougie avec une longue mèche qui s'est créée ici. Cela nous montre quoi? Ça nous indique que le prix a réagi fortement à ce niveau ici. Donc ici, on a balayé la liquidité qui se trouvait sous ce niveau et on a clôturé au-dessus. Et cette mèche-là, cette bougie avec cette longue mèche, nous indique qu'on est en train de respecter ce niveau swing qui est ici. Alors, lorsqu'on respecte un niveau, ça veut dire qu'on mèche ce niveau. Donc si on mèche uniquement un niveau, sans clôturer en dessous ce niveau, ça veut dire qu'on est en train de respecter ce niveau. Et lorsqu'on respecte un niveau, le minimum qu'on puisse s'attendre, c'est que la bougie suivante puisse continuer à la hausse, au moins jusqu'au niveau qui est ici. C'est-à-dire jusqu'au plus haut de la bougie qui a méché le niveau qu'on est en train de respecter. Voilà donc comment on a déterminé la direction de notre marché. On a cette impulsion baissière, on a atteint ce niveau swing, on respecte ce niveau swing là, ce niveau SR qui est ici, et là on a méché le niveau. Donc, on s'attend donc à un pullback, à une hausse sur ce marché. Donc la bougie suivante sera probablement une bougie haussière. Voilà comment on a identifié la direction de notre marché. Probablement une bougie haussière sur ce marché. Donc, on va trader la bougie du mois suivant et on va trader à la hausse. Voilà donc comment on a identifié la direction de notre marché. Maintenant, si on retire tous ces dessins-là et qu'on marque nos différents niveaux. Donc, on a ici notre niveau swing, comme on voit là. On a là notre niveau swing. Et ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Qu'on va marquer également le plus haut de cette bougie, qui sera notre direction. Donc voilà vers où on veut se diriger sur ce marché-là. On a respecté le niveau swing en balayant ce niveau. Maintenant, on veut continuer à la hausse. Donc lorsqu'on voit une bougie avec une longue mèche comme ceci, ça veut dire que sur le time inférieur, on a eu un order flow baissier, c'est-à-dire des bougies qui des order blocs ou des fair value gap ou des niveaux swing qui étaient baissiers. Ensuite, on a eu maintenant après des niveaux swing, des fair value gap qui sont devenus haussiers. Donc, on a eu un changement d'order flow sur le time frame inférieur. C'est ça qui donne ce balayage-là, cette prise de liquidité qu'on a eu sur ce niveau-là. Donc, si on passe sur le time frame inférieur, on verra que là-bas, à ce niveau, on a eu des fair value gap qui étaient d'abord baissiers. Ensuite, on a eu des fair value gap qui sont devenus haussiers. Voilà donc comment on identifie notre direction sur ce marché.
On sait qu'on est haussier, on va probablement continuer donc à la hausse sur ce marché. On veut donc trader la bougie suivante, qui sera probablement une bougie haussière également. Donc, on veut trader dans cette bougie-là. Qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? On a notre direction qui est le premier niveau, la première étape de notre plan de trading. On veut maintenant, comment est-ce qu'on va atteindre ce niveau-là? Donc, on veut maintenant un niveau à partir duquel on va trader pour atteindre notre direction qui est ici. Donc, qu'est-ce qu'on va donc faire? On va maintenant commencer à descendre sur un frame inférieur pour chercher la deuxième étape de notre plan de trading. C'est-à-dire, on veut le narratif. Le narratif, c'est si on est en train de monter, à partir de quel niveau est-ce qu'on peut s'appuyer pour continuer à monter? Ou si on est en train de descendre, à partir de quel niveau on peut s'appuyer pour continuer à descendre? Donc, on a notre direction, on veut maintenant le narratif. On commence donc à descendre sur un frame inférieur. On va descendre sur un frame weekly maintenant. Alors, nous voici dans ce time frame weekly. Bon, là, je crois que je vais faire marche arrière pour pouvoir rendre visibles les graphiques. Donc, on va rendre visibles ces deux niveaux-là pour le time frame weekly. Nous voici donc sur le time frame weekly. Voici le niveau mensuel qu'on était en train de balayer. Comme tout à l'heure, on a dit, on avait des gaps entrants et des gaps sortants. Ce qui donne ce sweep-là, ce balayage sous ce niveau-là. Donc, pour voir comment balayer un niveau, c'est très simple. Il suffit de regarder ce time frame qui se trouve en dessous. Vous allez voir des gaps qui rentrent et des gaps qui sortent. Donc ici, on a ce gap entrant-là, ensuite ce gap sortant-là, qui donne un balayage sur ce niveau-là. Alors, notre stratégie qui consiste à utiliser le pivot à un niveau, c'est simple. Ici, on a déjà notre point d'entrée. En tant que swing trader, vous pouvez prendre vos positions sur le time frame weekly si vous le souhaitez. Si vous êtes un swing trader qui va prendre des positions qui vont durer pendant des semaines. Ou alors, vous pouvez descendre sur 24 heures pour avoir plus de confirmation si vous le souhaitez. Mais, vous devez déjà savoir qu'un swing trader prend des positions qui durent plusieurs jours à plusieurs semaines. Donc, si vous voyez une opportunité, une configuration qui est déjà bien placée sur le time frame weekly ou journalier, vous pouvez déjà prendre cette position-là sur ce time frame-là. Ou alors, si vous le souhaitez, vous pouvez passer sur le time frame inférieur pour prendre des positions beaucoup plus précises. La seule chose, le seul niveau où il y aura beaucoup de différences, c'est au niveau des stops. Donc, si vous prenez une position sur le time frame weekly ici, comme cela, vous voyez que vous aurez un très grand stop, ce qui vous obligera à rester sur le marché pendant très longtemps. Et aussi, le ratio sera très mauvais. Donc, vous allez avoir des trades maximum de 1 pour 1,5 ou 1 pour 1 carrément. Donc, pour éviter cela, on va donc prendre des positions sur le time frame beaucoup plus petit, time frame 4 heures minimum ou 1 heure minimum. Et là, maintenant, on aura un meilleur ratio en tant que swing trader. Donc ici, tout à l'heure, on a dit qu'on avait déjà notre direction. Qui est ce niveau ici? Voilà notre direction sur ce time frame là. Time frame mensuel, on a identifié la direction de notre marché. Donc, on est haussier sur ce marché. Maintenant, on veut conforter notre direction. On veut des arguments qui nous font comprendre que oui, on est dans la bonne direction du marché. On est vraiment en train de pousser à la hausse. Parce qu'on peut avoir une longue mèche sur un time frame, mais que sur le time frame inférieur, on n'a pas encore changé de direction. Donc, l'order flow est toujours baissier. Donc, la première confirmation qu'on veut, c'est voir que l'order flow a changé de direction. C'est très important. Sinon, notre trade n'est pas valide. Notre opportunité de trade n'est pas valide. Ce n'est pas parce qu'on a eu une longue mèche qu'on va directement dire que non, ça y est, je m'en vais à la hausse. Non. On attend d'abord la confirmation. Et la confirmation commence d'abord en premier lieu par un changement d'order flow. S'il n'y a pas de changement d'order flow, il n'y a pas de confirmation. Et s'il n'y a pas de confirmation, il n'y a pas de trade. Donc, une fois qu'on a identifié notre direction, on veut maintenant identifier un changement d'order flow. Et après le changement d'order flow maintenant, qu'on peut commencer à envisager des opportunités de trade.
Voilà comment on procède. Donc, premier plan, premier niveau de notre plan de trading, identifier la direction du marché. Est-ce qu'on est haussier ou est-ce qu'on est baissier? Deuxième niveau de notre plan de trading, c'est maintenant le narratif. On veut voir si on veut continuer à monter. À partir de quel niveau est-ce qu'on peut continuer à monter? Ou alors si on veut continuer à descendre, à partir de quel niveau est-ce qu'on peut continuer à descendre? Et maintenant, pour valider ce narratif-là, on doit regarder, est-ce que l'order flow me permet d'aller dans ma direction en question? Donc, est-ce qu'on a créé ce niveau-là? Est-ce qu'on a créé le niveau que je peux utiliser pour continuer à la hausse ou à la baisse? Ça, c'est ce qu'on veut regarder, on veut identifier. Et on veut s'assurer que lorsqu'on crée ces niveaux-là, ce niveau est également en phase avec le biais qu'on a déterminé. Donc, si on a dit qu'on veut être haussier, ce niveau doit être dirigé à la hausse. Si on veut être baissier, le niveau doit être dirigé à la baisse. Donc, il doit être un niveau qui nous fait comprendre que oui, l'order flow a changé. Si on prend un exemple de fair value gap, on veut maintenant dans une tendance baissière comme celle-ci. Vous voyez ici, on est en train de créer des gaps baissiers. Ici, on crée un gap baissier. Ici, on crée un gap baissier. Donc, vous voyez que ici, l'impulsion d'order flow qui va d'ici et ici, c'est une impulsion baissière avec ce fair value gap à l'intérieur. Donc, la dernière impulsion de ce marché est une impulsion baissière. Donc, du coup, si on veut être haussier, on doit identifier d'abord en premier lieu un changement d'order flow, un changement de gap. Et le changement d'order flow commence d'abord par un changement de fair value gap. On veut quitter des fair value gap baissiers à un fair value gap haussier. Alors, si on regarde donc ici, ce gap-ci crée ce nouveau gap-là. Très bien. Le rôle d'un fair value gap, c'est de créer un autre fair value gap. Tout comme un order block, le rôle d'un order block, c'est de créer un autre order block, ainsi de suite. Le rôle d'un niveau SR, c'est de créer un autre niveau SR. Le rôle d'un strong low, c'est de casser le niveau suivant et de créer un nouveau sommet, ainsi de suite. Donc, dès que vous allez identifier un changement, c'est-à-dire un fair value gap qui aura échoué à créer un autre fair value gap, alors là, vous avez identifié votre changement d'order flow. Aussi simple que cela. Donc ici, on a ce gap ici, ce fair value gap là, qui échoue à créer un nouveau gap. Donc on a ce gap ici là, qui échoue à pousser à la baisse. Et qu'est-ce qu'on crée à la place? On crée plutôt maintenant ce fair value gap haussier à la place. Donc je vais plutôt utiliser. On a ce fair value gap haussier à la place qui est créé là. Donc vous voyez, on a donc identifié notre changement d'order flow. On est quitté donc des gaps baissiers au gap haussier. Donc maintenant, on sait que notre étape est validée. On a changé d'order flow sur ce marché. Si on n'avait pas identifié ce changement d'order flow-ci sur le time frame weekly, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait continué à descendre dans les time frames jusqu'au niveau 4 heures pour identifier notre changement d'order flow. Donc une fois cela aurait été fait, alors on aurait arrêté de chercher un changement d'order flow. Donc dès que vous identifiez le niveau à partir duquel vous pouvez continuer à monter, vous arrêtez de descendre dans les time frames. Donc si j'identifie que l'order flow a changé et que j'ai un niveau à partir duquel je peux utiliser pour continuer à la hausse, j'arrête de descendre dans les time frames et j'attends que le prix revienne dans ce niveau-là. C'est-à-dire le prix revienne dans mon narratif. Donc ici, dans ce cas ici, vous voyez que on a identifié ce gap ici qu'on peut utiliser pour continuer à la hausse vers ce niveau qui est ici. Donc ça y est, on a déjà identifié notre gap qu'on peut utiliser. Qu'est-ce qu'on veut maintenant? On veut que le prix revienne donc dans ce fair value gap là et ensuite on pourra commencer à chercher des opportunités de trade. Donc, dès que le prix va revenir dans ce fair value gap là, on va commencer à envisager des opportunités de trade. Là maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a validé la première étape de notre plan de trading, qui est le biais directionnel, la direction du marché. On a validé la deuxième étape, qui est le narratif, c'est-à-dire trouver un niveau à partir duquel on va continuer à monter. On va maintenant passer à la troisième étape, qui est la zone de contexte. On trade toujours dans un contexte bien précis. La direction nous fait comprendre qu'on est en train de monter. Très bien. On monte vers où? Vers un niveau SR. Excellent. Donc, le narratif nous permet de savoir qu'on peut utiliser ce niveau SR-ci pour continuer à monter vers le niveau SR suivant. Très bien. Le contexte maintenant,
va nous donner une zone de travail. La zone dans laquelle on va travailler pour chercher des opportunités de trade. Donc, avant d'atteindre l'objectif, c'est-à-dire la direction du marché, dans notre cas, ce niveau ici, avant d'atteindre ce niveau-ci, il y a des niveaux qu'on va d'abord traverser avant d'atteindre ce niveau-là. Donc, c'est ce niveau-là qu'on veut identifier. On ne veut pas prendre des opportunités de trade ou bien prendre des positions qui vont nous faire caler dans le trade. Donc, lorsque le prix va arriver à un certain niveau, on va se retrouver coincé dans le trade sans atteindre ce niveau-ci là. Parce qu'on peut ne pas atteindre ce niveau-ci. On peut juste arriver à un niveau intermédiaire et ensuite faire marche arrière complètement. Donc, voilà ce qu'on veut éviter. On veut encadrer notre trade. On veut avoir une zone dans laquelle on va chercher des opportunités pour trader. Et c'est ça qui est le point le plus important, la zone de contexte. Alors, la zone de contexte, comme on a dit, la zone de contexte, c'est la zone qui se trouve entre deux niveaux SR, entre votre narratif et votre niveau SR suivant. Voilà votre zone de contexte. Dans notre cas ici, le narratif, c'est ce fair value gap ici qu'on peut utiliser pour monter. Maintenant, où se trouve dans le niveau SR suivant? Il est là, c'est ce plus haut de la bougie précédente qui est ici. Donc voilà dans ma zone de contexte, de cette bougie qui est ici, de ce plus haut qui est ici, à ce narratif qui est ici. Toutes ces zones ici représentent la zone dans laquelle je peux chercher des opportunités de trade. Et dès que le prix va atteindre le sommet de ces zones-ci, je vais arrêter de chercher des opportunités de trade. Même si on n'a pas encore atteint ce contexte qui est ici en haut. On n'a pas encore atteint ce plus haut qui est ici. Mais lorsque le prix atteint le sommet d'une zone de contexte, on peut s'attendre toujours à deux choses. Soit on peut faire une prise de liquidité, c'est-à-dire qu'on peut balayer le niveau, ou alors on peut franchir le niveau et continuer à la hausse. Donc lorsqu'on atteint un sommet de contexte, un sommet de la zone de contexte, vous devez toujours arrêter de chercher des opportunités de trade et attendre que le prix vous donne un nouveau contexte. Donc si on n'a pas encore atteint ce niveau ici-là, on arrête de chercher des opportunités et on attend que le prix nous donne un nouveau narratif à partir duquel trader pour continuer à la hausse vers ce niveau ici. Mais en premier lieu, on arrête de chercher des opportunités une fois que le prix a atteint ce niveau-là. Voilà donc notre zone de contexte. Donc, première étape validée, biais directionnel. Deuxième étape validée, qui est le narratif. Troisième étape validée, qui est le contexte. Maintenant, notre quatrième étape, qui est l'entrée. On veut attendre que le prix revienne dans ce gap qui est ici pour commencer à chercher notre pattern d'entrée. Si nous sommes un swing trader, donc on va prendre notre position sur le time frame 4 heures ou le time frame 1 heure. Donc, qu'est-ce qu'on va donc faire? On va juste placer une alerte à ce niveau ici, au début du fair value gap, et dès que le prix atteindra le niveau, notre alerte va se déclencher. Et là maintenant, on va revenir sur le graphique pour commencer à chercher et attendre un changement d'order flow encore une fois de plus pour prendre notre position. Donc, il y a deux manières que vous pouvez entrer sur le marché. La première manière d'entrer sur le marché, c'est que vous placez directement une opportunité de trade là, c'est-à-dire vous placez directement votre position là, comme cela. Vous placez directement un ordre sur ce marché, que lorsque le marché arrive à ce niveau, un ordre en attente, un ordre limite, que dès que le marché arrive à ce niveau, je veux acheter ce marché-là. Donc, vous allez mettre un buy limit ici, dans votre plateforme de trading MT4 ou je ne sais pas quoi d'autre, que lorsque le marché arrive à ce niveau-là, je veux acheter ce marché. Ça, c'est une entrée agressive. Donc, vous ne voulez pas attendre que le prix arrive à ce niveau et switch d'abord, et change d'abord de direction avant d'envisager un achat. Donc, vous voulez directement entrer dans ce marché-là. Vous ne voulez pas attendre. Ça, c'est l'entrée agressive. Maintenant, l'entrée avec confirmation, c'est que lorsque le prix va arriver dans ce niveau, vous voulez attendre encore une fois de plus un changement d'order flow. Et ce changement d'order flow peut être perceptible par l'entrée pivot. Dans l'entrée pivot, lorsqu'on a un gap entrant et un gap sortant. Comme dans notre cas ici, vous voyez, on a un gap entrant ici et un gap sortant ici. Ça nous donne ici une entrée pivot au niveau SR qui est ici. Donc, vous allez utiliser une entrée pivot pour entrer sur le marché. Donc, lorsque le prix va arriver ici sur le time frame, sur un time frame inférieur, time frame 4 heures par exemple, time frame 1 heure, vous allez devoir attendre une confirmation à travers un pivot pour entrer sur ce marché.
Voilà donc les deux manières que vous pouvez utiliser pour prendre une position en tant que swing trader sur ce marché-là. C'est-à-dire, première option, une entrée agressive. C'est-à-dire, vous placez tellement votre ordre ici, votre buy limit ici, et que lorsque le prix va arriver ici, le marché, votre coursier va vous exécuter automatiquement. Ou alors, vous attendez que lorsque le prix arrive à ce niveau, vous faites quoi? Vous placez maintenant votre position, que dès que j'ai un changement d'ordre flow, j'entre sur le marché. Il y a même une troisième option qui consiste à entrer avec un market order, c'est-à-dire un ordre au marché. Donc, vous cliquez directement sur buy ou sur sell sur votre coursier. C'est-à-dire, si le marché est à ce niveau ici là et que le prix a déjà clôturé, cette bougie a clôturé, qu'on a déjà ce narratif là et que la semaine qui suit, le lundi qui suit, dès que le marché ouvre, vous allez directement sur votre coursier, vous cliquez directement buy là-bas et vous mettez votre stop loss à ce niveau et vous entrez à ce niveau-là. Donc là, c'est la troisième option qui est toujours une entrée agressive. Cette option a son avantage, c'est que le prix peut ne pas revenir à ce niveau ici, dans ce gap ici-là. Le prix peut commencer, il continue directement à la hausse sans revenir dans ce gap. Donc, l'avantage, c'est que le prix revienne ou pas, vous serez déjà dans le marché. Donc, vous aurez déjà été exécuté et vous êtes déjà en position. Donc, si le prix revient à ce niveau, tant mieux pour vous, vous êtes déjà sur le marché. Si le prix ne revient pas, tant mieux, vous êtes toujours sur le marché. Mais l'inconvénient, c'est que vous n'avez pas attendu de confirmation, qui est toujours la même chose que l'entrée agressive. Donc, ces deux options-là, c'est-à-dire l'ordre limite, c'est-à-dire vous mettez un buy limite, et l'ordre au marché, qui permet de cliquer directement sur buy ou sell, sont des entrées agressives. Vous n'attendez pas que le prix change d'ordre flow avant d'entrer sur le marché. Vous n'attendez pas de confirmation supplémentaire. Maintenant, l'entrée avec confirmation, c'est lorsque dès que le prix va arriver à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc passer sur le time frame inférieur, le time frame 4 heures ou 1 heure, pour attendre une confirmation avant de placer notre trade sur le marché. Et même avec l'entrée avec confirmation, il y aura toujours deux options, c'est-à-dire, soit vous mettez un ordre buy stop ou buy limit, ou alors vous mettez un ordre au marché directement pour entrer sur le marché. Alors, qu'est-ce qu'on va donc faire maintenant? On va donc passer maintenant sur le time frame 4 heures pour voir ce que nous avons sur ce marché. Nous voici donc sur le time frame 4 heures ici. On a ici notre gap là, et ensuite, on a ici notre zone de contexte, le plus haut de notre zone de contexte qui est là. Et ici, on a notre contexte ultime qui est là. Donc, voici la zone dans laquelle on veut chercher les opportunités de trade à ce niveau ici. Donc, toutes ces zones-ci là, c'est la zone dans laquelle nous allons chercher les opportunités de trade. Et dès que le prix va atteindre ce niveau ici, on va arrêter de chercher les opportunités de trade. Donc, si on prend une position à ce niveau ici comme cela, on peut cibler jusqu'à ce niveau ici. Il n'y a pas de problème. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais on veut arrêter de chercher les opportunités de trade une fois que le prix atteint ce niveau ici-là. Mais on peut cibler ce niveau ici si on le souhaite. Là, il n'y a pas de problème avec le take profit. Le principal problème se situe lorsqu'on cherche encore des opportunités de trade. On doit s'arrêter à ce niveau ici à tout prix. Et lorsque le prix, si vous êtes déjà dans une position et que le prix atteint ce niveau, vous devez maintenant ajuster votre trade en conséquence. Soit vous faites d'abord une clôture partielle, c'est-à-dire vous prenez d'autres profits et ensuite vous attendez de voir comment le prix va se diriger pour choisir est-ce que vous allez clôturer d'autres parties ou alors ou pas. Voilà donc pour cette partie-là. Alors on attend donc que le prix arrive ici et on va essayer maintenant d'avancer les barres pour voir ce que nous avons eu sur ce marché. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a le prix qui ouvre avec un gap. Ça c'est un gap de liquidité, c'est-à-dire le marché a ouvert avec une pression baissière. Alors, lorsque le prix ouvre comme cela, on voit que notre fair value gap ici n'est plus utile. Donc, comme je l'ai dit toujours, lorsque un niveau SR a déjà été mitigué sur votre graphique, vous devez le retirer parce qu'il ne sert plus à rien. Vous devez toujours garder votre graphique propre. Ça vous permet de voir le plus important qui est le prix. Le plus important sur un marché, c'est le prix. Ce sont les bougies. Ce ne sont pas tous ces traits qu'on fait sur le graphique là. Donc, lorsqu'un fair value gap est déjà mitigué, on doit le retirer. Vous le retirez et vous attendez de voir, vous marquez le niveau suivant que le prix pourrait atteindre. Dans notre cas ici, on a ce swing low qui est ici. Vous voyez ce swing low là que le prix pourrait utiliser pour continuer à la hausse sur ce marché là. Et on voit qu'on l'atteint. Qu'est-ce qu'on veut maintenant? On veut notre pattern d'entrée. Parce qu'on sait que le prix est déjà revenu dans notre zone de contexte, dans notre fair value gap. Donc on veut voir un changement d'ordre flow. Maintenant, ceux qui sont entrés
avec un ordre sur le marché directement, un ordre au marché, qui ont directement cliqué sur buy ou sur sell, eux sont déjà sur le marché, donc l'entrée agressive a déjà été exécutée. Donc là, vous êtes déjà sur le marché. Maintenant, ceux qui attendent l'entrée avec confirmation, ils doivent maintenant attendre quoi? Un gap entrant et un gap sortant sur ce marché. On n'a pas encore de gap entrant. Ceci, ce n'est pas un fair value gap. Ça, c'est un gap de cotation. Donc ça, c'est un espace vide de cotation que le marché a laissé derrière lui. Donc ça, c'est pas un fair value gap, c'est un gap de cotation. Ça signifie que le prix a ouvert ici avec une pression baissière et est directement venu exécuter l'ordre suivant qui se trouve à ce niveau-là. Donc ce n'est pas un gap, ce n'est pas un fair value gap, c'est un gap de cotation. Donc maintenant, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que le prix nous donne maintenant un gap entrant et un gap sortant. Et là, ça nous permettra de valider notre opportunité de trade sur ce marché. Si vous souhaitez, vous pouvez prendre votre position sur le time frame 4 heures. Mais si vous voulez aller plus bas et avoir un stop beaucoup plus serré, vous pouvez descendre maintenant sur le time frame 1 heure pour prendre votre position. Dans notre cas ici, dans les deux options, 4 heures ou 1 heure, le principe il est pareil. Donc, si vous voulez, vous prenez sur le time frame 4 heures, vous attendez votre confirmation sur le time frame 4 heures. Mais si vous prenez votre confirmation sur le time frame 4 heures, ça veut dire que vous prenez plus de confirmation, plus de temps que quelqu'un qui prendra une position sur le time frame 1 heure. Ce qui veut dire que votre position est plus de qualité que par exemple quelqu'un d'autre qui prend sa position sur le time frame 1 heure. Donc vous devez comprendre cette nuance-là. Plus vous remontez dans les time frames, plus vous avez de confirmations. Et plus vous descendez, moins vous avez de confirmations. Donc si moi j'ai un pivot, c'est-à-dire un gap entrant et un gap sortant sur le time frame 4 heures, et que quelqu'un d'autre a un pivot sur le time frame 1 heure, le pivot du time frame 4 heures est beaucoup plus important et beaucoup plus signifiant que le pivot du time frame 1 heure. Ça veut dire que le pivot du time frame 4 heures est beaucoup plus fort que le pivot du time frame 1 heure. Donc, à vous de choisir le time frame que vous voulez utiliser pour prendre une position. Mais dans ce cas-ci, descendons sur le time frame 1 heure pour voir si nous aurons donc un pivot là-bas pour voir comment le marché se débrouille fonction du time frame 1 heure. Alors, ici, on n'a pas encore le gap entrant comme je dit tout à l'heure. On a ce trou de cotation là, ce gap de cotation qu'on a ici. Donc, on va avancer sur ce marché et voir ce que nous avons. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? On a le prix qui a poussé à la hausse. Est-ce qu'on a eu un gap entrant ici sur le time frame 1 heure? On va ensemble vérifier ce marché-là. On voit que le prix reste trou de cotation. On voit que là, on n'a pas de gap, on n'a pas de gap, on n'a pas de gap. Est-ce qu'on a eu un gap? Non, on n'a pas eu de gap ici sur le time frame 1 heure. Donc, si vous attendiez que le prix vous crée un gap entrant et un gap sortant, là, on n'a pas eu de gap sur ce marché-là. Et le dernier gap qui avait été créé, c'est à ce niveau ici-là. Donc, très important. Regardons le time frame 4 heures, ce qui s'est passé sur ce niveau-là. Time frame 4 heures, nous voici donc à ce niveau. Est-ce qu'on a eu un gap entrant et un gap sortant? Ici, on a ce gap qui est ici là, que le prix a créé à la hausse sur ce marché. Voyons comment est-ce que le marché se passe. Si vous n'avez pas de gap entrant et de gap sortant, ce que vous voulez encore une fois de plus, c'est un changement d'ordre flow. Le changement d'ordre flow vous permet de savoir que là, le prix est en train d'aller à la hausse sur ce marché. Donc là maintenant, avec ce changement d'ordre flow là, c'est-à-dire on crée un gap haussier, ça nous permet de comprendre que oui, nous sommes en train d'aller à la hausse. Et dans ce cas maintenant, je vais chercher des opportunités de trade pour continuer le mouvement haussier. Dans ce cas ici, on n'a pas eu de gap entrant, on a eu ce trou de cotation qui a fait à ce qu'on n'a pas eu de cotation à ce niveau. On aurait pu avoir un gap ici si le prix avait coté, mais on n'a pas eu ce gap là. Mais qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu ce gap sortant qui est ici. Donc, qui montre que le prix est en train de pousser à la hausse. Ça, c'est un excellent exemple, parce que cet exemple nous permet de voir déjà un scénario beaucoup plus avancé. Donc, ce gap ici de cotation a fait à ce que nous n'avons pas eu de cotation à ce niveau et nous n'avons pas eu de gap entrant vers ce niveau qui est ici. Mais nous avons eu un gap sortant. Et nous avons dit que le plus important, c'est quoi? C'est d'avoir un changement d'ordre flow. Et avec ce gap ici, on voit qu'on a eu un changement d'ordre flow après avoir balayé ce niveau swing qui est ici. Donc avec cela maintenant, je sais que nous sommes haussiers. Et mon gap sortant ici, qui nous permet d'aller à la hausse, est un gap de continuation. Pourquoi? Parce qu'il a clôturé au-dessus de ce niveau. Ça veut dire que là maintenant, le prix est en train de probablement vouloir continuer à la hausse, au moins jusqu'à quel niveau? Au moins d'abord jusqu'à ce niveau qui est ici.
le plus haut de la bougie précédente est toujours d'abord le premier niveau. Et ensuite, on a ce niveau swing qui décide. Donc, avec ce gap-là, je sais que le prix est déjà en train de vouloir aller continuer à la hausse jusqu'à au moins ce niveau qui est ici. Et ensuite, notre zone de contexte qui est à ce niveau-là. Et enfin, notre plus haut qui est là. Alors, une fois que nous avons cette connaissance-là, cette information-là, nous savons que le prix est en train de vouloir pousser à la hausse vers le niveau swing suivant ou bien vers le niveau SR suivant et qu'on a un gap de continuation. Il y a deux manières d'exécuter cela. Cet exemple est vraiment un excellent exemple parce qu'il nous permet de couvrir tous les sujets. Il y a deux manières d'exécuter cela. Soit nous entrons directement sur le marché avec le gap de continuation comme cela. Donc, avec ceci, je sais que le prix ne va pas revenir dans ce niveau. Le prix peut ne pas revenir à ce niveau. Ce n'est pas une certitude, mais c'est une probabilité. Je sais qu'avec un gap de continuation, on a l'intention de continuer directement vers le niveau SR suivant avant de probablement revenir dans le gap. Donc, avec cette information-là, je sais que quoi? Si j'entre à ce niveau-ci sur time 4 heures, ce n'est pas la peine de placer mon stop jusqu'ici. Non, ce n'est pas la peine. Je place mon stop juste en dessous du gap qui est là. Donc, juste en dessous du gap de continuation. Et je cherche le niveau SR suivant qui est à ce niveau ici là. Là, j'ai un ratio de 1 pour 1. Donc, si j'ai un ratio de 1 pour 1 déjà sur un trade, je peux déjà prendre la position. Le plus important, c'est déjà avoir un ratio minimum de 1 pour 1. Si vous avez un ratio qui est en dessous de 1, ne prenez pas le trade. Prenez un trade qui est déjà avec un ratio de 1 pour 1. Surtout là, nous sommes sur le swing trading. Le swing trading, c'est quelque chose qu'on ne cherche pas des ratios de 1 pour 3, 1 pour 4, 1 pour 5. Non. Maximum sur le swing trading, c'est le ratio de 1 pour 1,5, 1 pour 2 maximum. Parce que vous demandez déjà à le prix de faire un grand mouvement. Vous voulez des mouvements de moins de 100, de 200 pips. Donc avec cela, vous devez toujours prendre cela en considération. Savoir que votre ratio sera toujours maximum 1 pour 1,5 ou 1 pour 2 maximum. Ne cherchez pas des ratios de 1 pour 10, 1 pour 5, 1 pour... Non. Soyez raisonnable. Donc, je sais que j'ai ce ratio de 1 pour 1 qui est là. En quelque sorte, mon stop est ici et mon TP à ce niveau-là. Et si je prends ma position de cette manière-là, voilà comment est-ce que je vais l'exécuter. Donc ça, c'est la première option pour exécuter un gap de continuation. Donc le gap de continuation me fait comprendre qu'on a été vouloir continuer à la hausse. Donc j'entre directement sur le marché avec ce gap de continuation-là. Deuxième option, lorsque j'identifie un gap de continuation comme cela, qu'est-ce que j'ai fait donc? J'essaie de descendre dans les time frames, de passer sur un time frame inférieur pour chercher un gap de consolidation que je peux utiliser pour aller à la hausse. Donc, je retire ceci et je passe dans ce time frame inférieur. Dans notre cas ici, on peut passer par ce time frame 1 heure pour voir ce que nous avons. Donc, ici maintenant, on a notre gap ici, 4 heures, qui est là, gap de continuation. Et maintenant, on veut identifier un gap de consolidation qu'on peut utiliser pour continuer à la hausse. Sur le time frame 1 heure ici, on a des impulsions qui vont à la hausse. On a des fair value qui poussent à la hausse. Mais on a également cet excellent gap qui est ici qu'on peut déjà utiliser pour aller à la hausse. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux maintenant envisager de prendre une position à partir d'ici avec un stop en dessous de ce niveau, en dessous du swing low et viser quoi? Viser ma zone de contexte 1 pour 2 maximum. Je dis toujours, arrêtez-vous à 1 pour 2. N'essayez pas de prendre des trades qui ont de 1 pour 5, 1 pour 10, ainsi de suite. Plus vous demandez au prix de réaliser certains mouvements, plus vous allez devoir patienter sur le marché et plus vous allez devoir subir toutes les fluctuations du marché. Le but, c'est d'entrer et de sortir le plus rapidement possible. Ce n'est pas de passer des jours et des jours dans un trade que vous aurez pu prendre juste en quelques heures. Et votre trade, votre TP doit idéalement toujours être dans votre zone de contexte. Parce que dans la zone de contexte, on s'attend à ce que le price action soit rapide. On s'attend à ce que le price action aille rapidement à la hausse ou à la baisse. On ne veut pas avoir un prix dans la zone de contexte qui va consolider. Parce que la zone de contexte est idéalement faite pour cela. Pour avoir un price action rapide. Voilà ce qui est important. Alors, une fois qu'on a cela, une fois qu'on a notre gap qu'on peut utiliser comme ceci, voilà comment on peut entrer sur le marché. Maintenant, il y a deux manières d'entrer une fois de plus. Et ces deux manières d'entrer là, c'est valable pour tout le marché. Comme je dis, on peut utiliser soit un ordre limite pour entrer, c'est-à-dire on place notre ordre ici à l'entrée du gap. On sait que voici notre gap qui est à ce niveau ici. Voici notre gap de consolidation qui est là. C'est-à-dire on place un ordre limite ici
comme cela. C'est-à-dire, dès que le prix va arriver à ce niveau-ci là, notre ordre sera automatiquement exécuté et on attend à ce que le prix puisse continuer à la hausse. Ça, c'est la première façon d'entrer. Ou alors, la deuxième manière d'entrer, qui est pour moi la meilleure manière, c'est ce que moi j'utilise la plupart du temps, c'est attendre que le prix arrive dans le gap d'abord et ensuite je place un ordre maintenant au-dessus du dernier chandelier qui est arrivé dans le gap. Donc, par exemple, si le prix arrive dans le gap avec un chandelier qui pousse à la baisse, je place mon ordre au-dessus. Comme ça, je serai exécuté maintenant si le prix est en train de pousser à la hausse. Cette manière-là me permet d'avoir plus de confirmation et d'entrer uniquement lorsque le prix est en train de vouloir pousser à la hausse. Donc, si le prix arrive dans le gap et qu'il continue à pousser à la baisse, je ne vais pas être sur le marché. Donc, je ne serai pas exécuté. Donc, je ne suis exécuté que lorsque le prix commence à pousser à la hausse à partir du gap. Voilà comment vous pouvez utiliser ces différentes manières-là pour essayer de filtrer encore un peu plus vos positions. Donc, on va essayer de pousser un chandelier en avant. On voit que le prix pousse avec ceci. Voilà. Notre gap a été touché, comme vous voyez là. Vous voyez, on a tapé dans le gap et la première manière d'exécuter le marché, c'est-à-dire placer un ordre limite ici, vous avez été exécuté et là, le prix pousse à la hausse. Très bien. Vous êtes déjà sur le marché maintenant et qu'on a été poussé à la hausse. Maintenant, la deuxième manière qu'on vient de le dire tout à l'heure là, c'est qu'une fois que le prix a tapé dans le gap comme cela et qu'on a poussé à la hausse, que je vois que oui, le gap a effectivement donné une réaction haussière. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je place maintenant mon ordre d'achat ici, comme cela, et je mets mon stop juste en dessous de ce niveau-là qui est là. Mon niveau qui est juste en dessous du gap, comme cela. Prenons dans notre cas ici, on peut prendre un stop de 50 pips juste en dessous du gap et un ratio de 1 pour 2. Vous voyez que cette deuxième manière-ci vous permet d'être en sécurité. Pourquoi? Parce que vous ne serez exécuté que si le prix continue son mouvement haussier, continue à pousser à la hausse. Alors que ici maintenant, le prix peut taper à l'intérieur du gap, avoir une réaction, ce qui est tout à fait normal. Mais ensuite, la réaction peut échouer et qu'on continue à pousser à la baisse. Voilà comment est-ce qu'on procède pour essayer de filtrer les signaux sur le marché, filtrer les positions. Et vous pouvez exécuter les trades de manière différente. Donc, ce que moi, je vous propose, c'est d'essayer de tester toutes les différentes manières que vous pouvez avoir pour exécuter un trade. N'essayez pas juste de faire du copier-coller, non. Essayez de tester, vous voyez comment ça fonctionne. Est-ce que ceci fonctionne mieux? Est-ce que cela fonctionne mieux? Et avec cela, maintenant, vous allez pouvoir, petit à petit, améliorer vos entrées sur le marché, améliorer vos prises de position et obtenir des meilleurs taux de conversion, des meilleurs taux de réussite, ainsi de suite. Donc, voilà en quelque sorte comment est-ce que vous pouvez entrer sur le marché. Que vous preniez des trades agressifs ou des trades avec confirmation, ces deux options que je viens de citer là, vous pouvez également les utiliser. Donc, lorsque le prix arrive dans votre zone de fair value gap, pour résumer, vous avez deux manières d'entrer. La première entrée, l'entrée agressive, c'est-à-dire lorsque vous placez votre ordre limite comme cela, et dès que le prix arrive, vous êtes exécuté, comme dans notre cas ici là. La deuxième entrée, c'est l'entrée avec confirmation. C'est-à-dire vous placez votre entrée après avoir que le prix est poussé à la hausse comme cela et vous attendez que le prix vous exécute lorsqu'il va continuer son mouvement haussier. Et là, on est toujours dans la zone de contexte. Donc, peu importe comment est-ce que vous décidez d'entrer, ce qui est bien, c'est que vous avez suivi votre plan de trading. On a confirmé notre bien, on a eu notre narratif, on a eu notre zone de contexte, on a eu notre entrée avec un changement d'ordre flow pour devenir haussier. On a eu notre risk management qui est là, c'est-à-dire on a une autre gestion de risque. On sait qu'on va dans notre TP1 de stop loss. Donc, on a confirmé notre plan de trading. Nos 5 étapes qu'on peut utiliser pour gérer un plan de trading efficace. Voilà comment est-ce qu'on procède pour analyser un graphique en tant que swing trader. Vous savez qu'en tant que swing trader, vous n'aurez pas toujours des opportunités chaque jour. Vous pouvez avoir à peu près 1 à 2 opportunités par semaine. Ça serait déjà une bonne chose. Donc, vous devez arranger également vos attentes. N'essayez pas de trader chaque jour à toutes les opportunités qui tiennent. Vous devez choisir des opportunités de qualité qui respectent vos conditions. Donc, si on essaye d'avancer ce graphique-là, on verra que le prix continue dans notre direction et on atteint notre zone de contexte qui est là. Donc, vous voyez qu'on est parti directement, on atteint notre zone de contexte qui est là et nous sommes déjà sortis sur le marché depuis un bon bout de temps. Voilà donc comment analyser un graphique
en tant que swing trader jusqu'à la prise de position. Donc, on a parcouru littéralement tout le graphique. On a identifié notre bien, notre narratif et notre contexte et également notre entrée, notre risque management, c'est-à-dire un ratio de 1 pour 2. Faites des cas pratiques. C'est le meilleur moyen de comprendre un concept en faisant des cas pratiques. Si vous ne faites pas des cas pratiques, vous n'allez pas vraiment comprendre de quoi il s'agit. Si vous comprenez chaque notion individuelle, c'est-à-dire vous comprenez ce que c'est que le biais, qui est la direction, vous comprenez ce que c'est que le narratif, qui est le niveau à partir duquel vous pouvez trader, vous comprenez ce que c'est que la zone de contexte, qui est la zone de validité de votre processus de trade, vous savez comment vous entrez dans un trade, c'est-à-dire après avoir obtenu un changement d'order flow, c'est-à-dire soit vous avez un gap entrant ou un gap sortant et un gap sortant, c'est-à-dire un changement d'order flow et ainsi de suite. Vous comprenez enfin comment est-ce que vous allez entrer, c'est-à-dire vous voulez entrer à partir d'un niveau et ensuite vous savez que je vais entrer avec un risque de 1 pour 2. Voilà votre plan de trading qui est détaillé. Vous n'avez pas besoin d'avoir un plan de trading qui ressemble à une checklist de billets d'avion. Non. Vous devez avoir un plan de trading qui est simple et pratique. Moins vous avez d'éléments à valider dans votre plan de trading, mieux c'est. Moins vous avez de cases à cocher, mieux c'est pour vous. Donc, évitez d'avoir beaucoup de choses à valider dans votre plan de trading. Vous devez avoir un plan simple. Donc, vous devez suivre les étapes que nous avons mis dans le programme. Essayez de suivre ces étapes-là et évitez d'ajouter des éléments inutiles dans votre plan de trading. Si vous ajoutez un élément, sachez que cet élément est déjà compris dans votre plan de trading. C'est juste que vous ne savez pas comment l'utiliser et comment l'identifier. Donc, il n'y a plus rien à ajouter dans notre plan de trading. Le plan est complet et il a été testé et backtesté à multiples reprises. Plus c'est simple, mieux c'est. Pour donc résumer notre travail, pour résumer notre programme, ici notre trade, la première étape consistait à identifier notre direction, qu'on a identifié comme étant une direction haussière. Donc, on va retourner sur le time frame 4, sur le time frame mensuel, ici pour voir ce que nous avons eu. Dans la première étape, comme on a ici, c'était identifier notre direction qui était haussière après avoir balayé ce niveau swing-là. On a eu cette longue mèche ici qui a balayé ce niveau. Donc, cette réaction-là nous a fait comprendre que oui, maintenant, après avoir balayé ce niveau, le prix peut probablement pousser à la hausse. Donc là, on a une autre direction qui était haussière. Maintenant, on va pousser vers où? Vers quel niveau? Vers où est-ce que l'entreprise va pousser? Vers ce niveau qui est ici en haut, notre premier niveau SR. Si on a en train de pousser, ça c'est le premier niveau qu'on va rencontrer sur notre chemin. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape maintenant, c'était d'identifier notre niveau à partir duquel on pouvait trader. Et là maintenant, nous sommes passés sur le time frame weekly et pour identifier notre niveau suivant qui était le narratif. Ici, on avait donc ce fair value gap ici qui avait été créé qu'on pouvait utiliser pour continuer à la hausse là. Donc, on avait ce fair value gap ici qu'on pouvait utiliser pour continuer à la hausse. Maintenant, lorsque le prix revient dans ce fair value gap, nous avons dit que nous avons deux manières différentes d'entrée. Soit l'entrée agressive, soit l'entrée avec confirmation. La troisième étape était d'identifier la zone de contexte. La zone de contexte, c'est la zone entre deux niveaux SR. Le niveau du narratif qu'on va utiliser et le premier niveau SR suivant. Ça, c'est notre zone de contexte. Le niveau à partir duquel on veut continuer à monter jusqu'au premier niveau SR suivant détermine notre zone de contexte. Et lorsque le prix revient dans notre niveau qu'on veut utiliser pour continuer à monter, on veut chercher notre quatrième étape qui est notre pattern d'entrée. Le pattern d'entrée, vous pouvez utiliser ce que vous souhaitez. Un pivot, un gap de continuation, un gap de consolidation, un order flow, ainsi de suite. Donc lorsque le prix arrive dans notre gap, dans notre fair value gap, dans notre narratif, on est libre d'utiliser l'entrée qu'on souhaite. Une entrée agressive, une entrée avec confirmation, une entrée structurelle si on le souhaite, peu importe. Mais le plus important, c'est de suivre l'étape 1, 2 et 3. L'entrée ne sera jamais un échec dans votre plan de trading. L'entrée, c'est bien. Entrer au meilleur moment, c'est mieux. Mais si vous n'arrivez pas à avoir des trades gagnants, ce n'est pas à cause de votre entrée.
Ça veut juste dire que vous identifiez mal les positions, mal la direction et mal le narratif. Donc, c'est ça qu'il faut travailler dans ma première position. Votre direction, votre narratif, votre contexte. Ce sont ces 3 premières étapes-là qui déterminent le succès de votre plan de trading. Ce n'est pas votre entrée qui détermine si vous êtes un trader gagnant ou perdant. Non. C'est vos premières étapes. L'étape 1, la direction. L'étape 2, le contexte. Et l'étape 2, le narratif. L'étape 3, le contexte. Donc, ce sont ces 3 premières étapes-là qui vont déterminer si vous allez pouvoir avoir des trades gagnants ou perdants. L'entrée maintenant ne vient que confirmer vos 3 étapes. Donc, si vous perdez des trades, ce n'est pas à cause de vos entrées, mais c'est parce que vous ne déterminez pas correctement vos différents niveaux. Et lorsque le prix revient maintenant dans votre zone de contexte, dans votre narratif, soit vous utilisez l'entrée agressive pour entrer, c'est-à-dire vous placez directement un ordre comme cela, que je veux entrer ici dès que le prix va arriver ici. Ça, l'entrée agressive. Ou alors vous utilisez l'entrée avec confirmation, c'est-à-dire vous voulez que le prix fasse d'abord un pivot, que vous utilisez d'abord un changement d'ordre flow avant d'envisager une entrée sur ce marché-là. Et maintenant, vous pouvez entrer soit en mettant votre ordre d'entrée au-dessus de la bougie qui a tapé dans le fair value gap, ou alors vous pouvez également utiliser une entrée que vous placez dès que le prix arrive ici, je vais être exécuté. Donc, vous voyez que plus vous descendez dans les time frames, plus vous avez de choix. Mais les premières étapes, confirmation et biais directionnel, narratif et contexte sont les seules choses qui vous obligent à suivre un plan de travail. Et si vous identifiez correctement ces différents niveaux-là, vous aurez déjà fait le gros du travail. Donc, faites des cas pratiques. Et plus vous allez faire des cas pratiques, mieux vous allez comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Faites des cas pratiques. Essayez d'abord d'apprendre à identifier correctement votre direction. Et ensuite, vous passez au plan suivant, c'est-à-dire vous essayez d'identifier le niveau à partir duquel vous pouvez trader pour atteindre votre objectif. Et ensuite, vous identifiez votre zone de validité, votre trade, et ainsi de suite, et ainsi de suite. À très bientôt.